Les gars veulent libérer l'Afrique. Vous savez, vous êtes une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international constate la position du gouvernement. La récréation est terminée. Corruption, détournement des fonds, arrestation, c'est l'essentiel de ce numéro d'appel sur le continent. En Angola, José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président, a été inculpé de fraude pour avoir ordonné, quand il dirigeait les fonds souverains du pays, un virement jugé suspect de 500 millions de dollars. Il est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle, selon le parquet général lors d'une conférence de presse. On analysera cette situation avec vous et bien sûr notre invité. Et puis toujours dans la même lancée, depuis un moment, du côté du Cameroun, on assiste à une vague d'arrestations dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. L'opération Épervier, appelée donc Opération Épervier, ne cesse de faire des ravages dans la classe politique camerounaise. Et c'est dans cette vague que certains autres dirigeants du pays sont aussi la cible d'accusations qualifiées de fallacieuses par une frange de la population et certains médias. Un cas nous interpelle donc à la suite de ce numéro de magazine international. Le ministre de la Justice du pays est considéré comme le plus apprécié par le chef de l'État camerounais, en tout cas selon l'article, au point de soupçonner d'être l'héritier du trône. Pour beaucoup, il serait tout simplement la cible d'un clan opportuniste. Votre avis nous intéresse également en ce qui concerne ce sujet et bien sûr avec notre invité, on en parlera. Appel sur le continent, sur Afrique Média. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Corruption, détournement de fonds, arrestation. C'est donc l'essentiel de ce numéro ce jour. Voilà, on a un invité sur ce plateau avec qui on va donc décrypter l'actualité en Angola, mais aussi au Cameroun. Vous le savez, un sujet au centre, en tout cas une actualité qui interpelle ces deux pays-là d'Afrique. Du côté de l'Angola, on parle donc du fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos, lui également donc impliqué dans une affaire de détournement. Et au Cameroun, vous le savez, avec ces vagues d'arrestations dans le pays, un homme nous intéresse également de ce côté-là. En tout cas, on en parlera. Le temps pour nous d'introduire notre invité. Bonjour ou bonsoir, Monsieur Jean Aturaoumou. Bonsoir Madame Manuela, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle. Nous sommes heureux d'être à vos côtés à cette émission d'Appel sur le continent. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jean Aturaoumou. On va donc ouvrir notre émission. On va commencer le cas de l'Angola et encore du Cameroun. Mais l'on s'intéresse tout d'abord à l'actualité du côté de l'Angola. On plante le décor donc avec cet extrait de nos confrères. José Filomeno dos Santos, le fils de l'ex-président angolais, a été accusé de détournement d'une somme de 500 millions de dollars de deniers publics. Le vice-procureur général Luis Benza Zanga a déclaré que dos Santos ne pouvait pas quitter le pays. Les autorités britanniques qui ont gelé les 500 millions de dollars au Royaume-Uni en raison des soupçons sur la transaction ont déclaré que l'argent pouvait être retourné en Angola. Filomeno dos Santos est le personnage le plus en vue depuis que le président João Lourenço a succédé à l'ancien dirigeant José Eduardo dos Santos en septembre dernier, promettant de s'attaquer à une culture endémique de la corruption. Filomeno dos Santos, qui avait dirigé le Fonds souverain de l'Angola, est le deuxième des enfants de l'ancien président à être licencié. Voilà, merci à la réalisation pour cet élément. On rappelle donc dès cet instant, le standard est donc ouvert. Les numéros de téléphone affichés au bas de votre écran qui vous permettront de nous rejoindre en direct, de participer à cette autre édition d'Appel sur le continent. Alors, Monsieur Jean Aturaoumou, en Angola, donc le fils de l'ancien président poursuivi, comme vous l'avez suivi, pour détournement de fonds, alors qu'en 2013, on le rappelle,
Il avait été nommé à la tête du fonds souverain du pays. Des éclaircissements sur cette affaire. En effet, Madame Manuela, il y a depuis quelques années, je crois avant que l'actuel président angolais ne prenne le pouvoir, nous avions eu la chance d'arriver de ce côté-là. Le problème de corruption, le détournement de fonds commençait déjà à ternir la réputation du parti au pouvoir, le MPLA, qui a une longue tradition d'émancipation, de lutte de libération de ces pays-là. Et ça déteignait déjà même ses rapports avec le petit peuple. Et donc, l'opération de main propre, si on peut dire ça ici, lancée par l'actuel président angolais, en réalité, ça vise à réhabiliter l'image de marque du MPLA, à donner, à apporter une assurance auprès du petit peuple et à éradiquer le plus tôt possible ces fléaux. Parce que ces fléaux-là, la corruption et le détournement de fonds publics, commençaient déjà non seulement à ternir l'image du MPLA dont j'ai parlé tantôt, mais aussi à hypothéquer même la reconstruction de l'Angola et le bien-être du petit peuple. Or, il se murmurait, avant la prise du pouvoir de l'actuel président angolais, que plusieurs membres de la famille de l'ex-président Eduardo dos Santos étaient effectivement impliqués dans divers détournements de fonds publics. Oui, et avec certains ponts du régime. Et donc, pour l'actuel président angolais, João Lourenço, pour donc montrer la ferme détermination d'abord de sa part et du parti dont il est l'émanation, à mettre fin donc à ces deux fléaux, nécessairement donc il fallait donc commencer donc par frapper au niveau de la tête, comme dit un proverbe bien de chez nous, que le poisson commence à pourrir par la tête. Et donc s'il commençait par le menu fretin, on allait dire ben voilà, il laisse les grands ponts du régime et même les enfants de son ex-mentor, mais c'est nous les petits poussins qu'il vient, c'est là où il veut montrer tous ses muscles. Alors, il a décidé donc de commencer de ce côté-là pour qu'effectivement, il amène l'ensemble de ces ponts du régime qui ont de longues traditions de lutte en Angola. Donc il a commencé donc par lancer cet appel au patriotisme qui est leur moule commun et à l'autocritique, parce que au parti du MPLA, lorsqu'on commet des gaffes assez énormes, si on ne tient pas à être viré, on est obligé de faire une autocritique de ces gaffes commises. Et donc c'est pour cela qu'il a commencé par dire: je demande à ceux qui ont volé de rapatrier eux-mêmes ce qu'ils ont volé pour que effectivement on règle ça à l'amiable. Là, c'est vraiment dans la tradition du MPLA. Et il passera à la vitesse supérieure si et seulement si les concernés restent récalcitrants. Est-ce que ça a été le cas, M. Jean-Arthur Arumou? Pour l'actuel fils de l'ancien président angolais, en réalité, c'est pour effectivement donner l'exemple. C'est pour donner l'exemple à l'opinion, non seulement nationale, internationale, que l'opération qu'il lance, c'est pas de la rigolade. Et quand il le fait, pour lui, ce serait bien que les accusations portées contre le fils de son successeur s'avèrent fausses. Démontrées de façon rigoureuse par la justice de son pays. Pour lui, ce serait bien. Bon, il ne perdait rien, effectivement, si la justice finit par confirmer que les accusations portées contre le fils de l'ancien chef de l'État sont vraies. Alors, bon, il subira la condamnation qu'il mérite. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que il applique effectivement les deux méthodes, c'est-à-dire celle de l'appel à la conscience patriotique et à l'esprit d'autocritique qui est très en vigueur au sein du MPLA concernant les différents points du régime, et
en bon africain qu'il est, il met aussi en application un des proverbes de sagesse de chez nous qui dit le poisson pourrit par la tête, et afin que les uns et les autres prennent conscience que l'opération qu'il a lancée, ce n'était pas des paroles en l'air, ce n'est pas du tout de la démagogie. Il tient fermement et il va frapper très fort quiconque. En fait, c'est ça le message. Oui. Que si j'arrive déjà à interpeller l'office de l'ancien président angolais, oui, qui est presque le bâtisseur de l'Angola moderne, alors là, c'est pas vous autres, camarades ou pas, où j'aurais des états d'âme. C'est un peu, à notre humble avis, le message qu'il lance à l'endroit du peuple angolais et de l'opinion internationale. Alors, est-ce que vous pensez que le fils de l'ancien président aurait donc profité de son appartenance, pourquoi pas à la famille présidentielle, pour peut-être poser ses actes? Vous savez, dans le placement financier internationaux, pour mieux les opérer, il y a nécessairement, comme au niveau de la finance internationale, les rétrocommissions et la corruption sont assez... C'est une pratique courante dans ces milieux-là. Et nécessairement, donc, ils ne pouvaient pas échapper à ces pratiques-là pour pouvoir faire des placements des fonds souverains angolais. Donc, si on donne le crédit qu'il a travaillé sainement et qu'il n'aurait pas détourné cet argent-là. Ouais. Et il se trouve aussi donc que dans ces pratiques, il peut aussi se trouver qu'on lui confie cette mission de placer les fonds souverains comme action dans diverses sociétés occidentales, des multinationales par exemple, comme par exemple la Libye avec Kadhafi l'a fait dans diverses sociétés, dans diverses multinationales occidentales. Et à mi-chemin, il empoche l'argent. Donc, ouais, ça peut interroger pour dire, au fait, nous avions comme fonds souverain telle somme, cet argent est parti où? On lui dit, cet argent, c'est-à-dire on dit à l'actuel président angolais, João Lourenço, ouais, donc bon, cet argent, on allait placer cela à Londres. Bon, à Londres. Traçabilité. À Londres pour faire quoi? Si on l'a investi, c'est où? Quels sont les mots de passe pour que l'État angolais puisse suivre la traçabilité de ses actions et puisse même, pourquoi pas, faire rapatrier cet argent-là, parce qu'on en a besoin. Bon. Si ceux qui travaillaient avec l'office de l'ancien chef de l'État, José Eduardo Santos, commencent à bégayer là-dessus, ou ne lui montrent pas des documents fiables sur la traçabilité de cet argent et sur l'usage fait par cet argent-là, c'est normal donc qu'il puisse saisir la justice. Ça, c'est au cas où il aurait détourné cela à mi-chemin. Comme maintenant, la Grande-Bretagne montre une espèce de générosité en disant à l'Angola, bon, moi, d'abord, j'ai trouvé plus de 500 millions de dollars de fonds, on dit souverain, en fait, c'est un citoyen de votre pays. Bon, nous, on n'est plus dans ces histoires de vol, de détournement de fonds. Peut-être que c'est en vigueur chez vous là-bas, nous, on n'en veut pas. D'ailleurs, on est prêt à vous restituer cela. Bien entendu, ce ne sera pas pour les beaux yeux de Lourenço. C'est effectivement bon pour dire il y a assez de réserves de pétrole et de gaz naturel et de réserves de ressources naturelles, par exemple comme de l'or, du coltan, etc. Oui. Bon, vous pouvez nous faire une concession pour l'exploitation d'une de ces richesses-là. Puis bon, c'est tout ce qu'on nous demande, hein, mais nous, on vous rapatrie vos 500 millions. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'est pas crédible. Bon, pour le moment, comme aiment souvent à nous dire nos contradicteurs français, quand l'un de leurs est bien placé et que l'affaire en justice, ils disent, bon, pour le moment, c'est encore des présomptions. Ouais. Des présomptions. Ouais. Donc, il est encore présumé innocent. Et donc, on s'arrête là pour ne pas en dire plus et faux. Parce que, bon, nous ne tenons pas à décrédibiliser Afrique Média qui, au sein de l'opinion, a la réputation vérifiée et vraie de ne diffuser que des informations certaines et vérifiables et palpables par tout le monde. Donc, comme l'affaire est en cours à l'heure actuelle,
nous le saurons dans les prochaines semaines, la suite de ce dossier. Peut-être pour sortir de cette actualité, avant d'aborder le cas du Cameroun, on rappelle quand même qu'en parlant justement de crédibilité, il n'y a pas que le fils, mais il y a également la fille, hein, Isabelle Dos Santos, qui fait également l'objet d'une enquête allant donc dans ce sens, ce qui suscite quand même des interrogations. Logiquement, vous voyez, comme son frère, je ne sais pas si c'est son frère cadet ou bien son frère aîné, bon, mais disons son frère, bon, pour ne pas me tromper, effectivement, avait une mission importante, celle de la gestion des fonds souverains. Tout à fait. Ouais, donc là, quel que soit lambda, comme disent souvent les mathématiciens, il est très difficile de ne pas faire l'objet d'une forte attention et surtout aussi susciter quelques inimitiés auprès des membres du pouvoir, des cercles du pouvoir, qui eux aussi auraient bien voulu se voir confier cette mission-là et pour aussi grappiller quelques commissions, rétro-commissions au sein de la finance internationale. Sa sœur également gérait la principale société publique d'exploitation et de raffinage du pétrole, la Sonangol, qui également, et vous savez que jusqu'à une date très récente, le pétrole constituait, pouvons-nous dire, plus de 80% des recettes de ce pays-là. Et donc, rien que pour cela, comme son frère, elle aussi a suscité bel et bien toutes sortes d'inimitiés et de jalousie auprès des ponts qui auraient bien voulu être à sa place. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi que c'est une femme noire. Et elle a, aux yeux des Occidentaux, c'est pas bien passé. Parce que la femme noire, elle a une réputation fabriquée. Fabriquée depuis la traîne négrière jusqu'à l'heure actuelle, d'être, je peux dire, un objet sexuel des uns et des autres. Bon. Alors, quand on voit donc une femme noire qui réussit à acquérir des entreprises en Occident, fait travailler des gens en Occident pour constituer un empire au point où les pays, l'argent qu'elle fait fructifier en Occident peut être ou est rapatrié en Angola. Donc, faire de l'Angola, maintenant une puissance qui risquerait à terme de dicter la marche à suivre à certains pays occidentaux, fait par une femme noire en plus, alors là, ça ne passait pas. Donc, d'où la cabale encore, donc elle a suscité. Ceci, Madame Manuela, ce n'est pas pour dire que les accusations portées contre la fille Eduardo Dos Santos seraient erronées. Non, pas du tout. C'est seulement pour appeler les uns et les autres à une relative prudence par rapport à ces accusations-là et qu'on laisse effectivement les tribunaux effectivement suivre leur cours et on aura le fin mot de l'histoire dans quelques semaines ou dans quelques mois. Merci beaucoup, Monsieur Jean Aturaoumou. Avant d'aborder donc le second thème de cette soirée, on va au standard prendre cet appelant. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Manuela Siké. Vous me recevez bien? Très bien, Pasteur Soa, très bien. Bonsoir, Manuela Siké. C'est Pasteur Soa depuis le Ghana. Je salue Jean Aturaoumou. Et il faut dire que Aturaoumou, tout à l'heure, j'ai repris des préoccupations sur la deuxième thématique. Je voulais dire que Afrique Média est toujours l'expression authentique de la nouvelle conscience africaine pour l'africanisation de nos sociétés. Vous voyez, avant d'arriver sur les sujets, le président Vladimir Poutine a déclaré si le départ de Bachar Assad devait mettre... Allô? Bien, on a perdu le pasteur Soa.
D'accord, on a perdu le pasteur Soa. De toutes les façons, le standard reste ouvert, pasteur Soa. Vous pouvez donc revenir, hein, vous pouvez rappeler pour la suite de votre commentaire. Alors, on passe au second thème de cette soirée. On parle donc de l'opération dite épervier du côté du Cameroun. Jean Aturaoumou, vague d'arrestation donc au Cameroun dans le cadre de la lutte contre la corruption et détournement de deniers publics. Plusieurs fonctionnaires sont écroués actuellement. Certains parlent d'opération à tête chercheuse. Est-ce que vous partagez cet avis? Je vais peut-être vous décevoir, Madame Manuela. Je suis de ceux qui estiment que l'opération épervier a sa raison d'être au Cameroun. Oui. Et pour moi, ce n'est pas une opération à tête chercheuse. Bon, vous me taperez peut-être sur les doigts, mais je préfère le dire et puis attendre vos foudres par la suite. Parce qu'à mon humble avis, le Cameroun, effectivement, est gangréné, ce n'est même plus une menace, est gangréné par la corruption et les détournements de fonds publics de façon récurrente. Et on note cela des hauts pontes du régime jusqu'au cadre moyen. Et parfois, pour la corruption, ça va même jusqu'à... Cette saleté-là atteint même le petit peuple. Et ça également, on ne peut donc pas rejeter comme ça d'un revers la main en disant, bon, c'est une opération à tête chercheuse. Non, pas du tout. Bon. Ce qui est... Certains trouvent que l'opération épervier est à tête chercheuse. Madame Manuela, je suis convaincu que si vous les interrogez un peu plus en profondeur, c'est quand très souvent, soit c'est un membre de leur ethnie, soit un membre de leur fraternité ésotérique a été pris. À ce moment-là, on vous fabrique donc une espèce de légende et on vous dit en réalité il a été pris et c'est parce que pour des raisons politiques et qu'il serait devenu subitement un détenu politique. Ouais. Alors que quand vous l'avez suivi, avant son arrestation, vous n'avez pas suivi un seul propos politique de sa part ou un seul acte politique posé de la part de celui-là. Mais curieusement, on vous dit, on vous fabrique une légende, on vous dit c'est un détenu politique. Comme ça en plein jour. Parce qu'effectivement, l'opération épervier serait tombée sur lui. La plupart, certains ont été reconnus par la justice de détournement avéré de fonds publics. D'autres sont accusés de détournement de fonds publics. Et la justice va confirmer ou infirmer ces accusations-là. Oui. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, et ceci parce que l'opération épervier vise à assainir la gestion publique et à tout au moins à juguler les détournements de fonds publics. Ça au moins, sur ce principe-là, Madame Manuela, je préfère dire, moi je suis preneur et je serai toujours preneur. Et quand on regarde la législation camerounaise et les moyens légaux que le Cameroun s'est lui-même doté pour effectivement combattre ces fléaux, donc on ne peut pas dire que c'est une opération à tête chercheuse. Mais il se trouve donc que certains compatriotes ayant amassé des fortunes diverses et étant appuyés par des réseaux de la France-Afrique ou par des réseaux de certaines coteries impérialistes, se disent, ils sont déjà en position de force pour pouvoir maintenant briguer la magistrature suprême de gré ou de force, oui, grâce à leur puissance financière, grâce à leur appui des barbouzes France-Africains ou de leur coterie ésotérico-financière. Sur ces données-là. Et ces derniers jours, il se trouve que le ministre Laurent Esso, le ministre des Gardes des Sceaux, vous l'avez cité. Oui, justement, monsieur Aturaoumou, avant d'arriver justement sur ce cas précis, parce qu'on va vraiment s'y atteler, oui, je vous propose d'aller une fois de plus au standard pour prendre un autre téléspectateur. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma chère sœur Manuela.
Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir à tous les standardistes et techniciens. Un grand bonsoir à votre panéliste de ce soir, je crois bien, monsieur Aoumou. Pour une fois, du moins, ça, une fois n'est pas coutume, hein, ça dit, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Aoumou parce que depuis hier et depuis des années, du moins, depuis quelques mois, je suis de ceux qui pensent que l'opération Épervier a sa place. Parce que dans tous les cas, même si elle n'existait pas, il fallait la créer. Il faut forcément attraper des bandits et des prévaricateurs des deniers publics. C'est hyper important. Donc, on appelle ça épervier ou autre chose. L'essentiel, c'est que ce soit une opération instituée par le président de la République qui, effectivement, attrape ceux des Camerounais qui, à des postes clés, se sont permis de confondre les deniers publics à leur poche personnelle. Et ça, c'est hyper important. Mais d'un autre côté, vraiment, j'aimerais, et ça, je l'ai plusieurs fois renouvelé lors de mes interventions, qu'au-delà d'instituer une opération comme celle-là, qui date des années déjà, il faudrait que le gouvernement camerounais, s'il y a un souci de transparence, un souci de clarté, il faudrait bien que qu'on nous dise par communiqué officiel de temps en temps quels sont les montants qui ont déjà été récupérés, comme ça se fait partout. Les politiciens au Cameroun, surtout ceux qui sont au pouvoir, aiment souvent prendre l'exemple de la France. Mais qui copie bien l'exemple de la France dont ils aiment toujours prendre comme exemple, hein? Quand on récupère, on annonce au journal que l'État français a pu récupérer tel montant des sous qui se trouvent détournés et se trouvent dans les paradis fiscaux. On aimerait écouter ça au Cameroun et non seulement nous dire quel est le montant depuis la création de l'épervier, de la CONAC, de la NIF, de tous ces instruments étatiques-là, qu'on nous dise combien a été récupéré comme argent détourné et où est-ce que ça a été investi, comme ça se fait dans ce pays-là que nos dirigeants aiment bien prendre pour exemple, qu'est la France, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Donc ça, ce sera de deux. Vraiment, j'aimerais poser une question à M. Aoumou, puisque je profite de l'occasion qu'il soit même directement à Douala. Alors, la question est la suivante. D'aucuns estiment que la présence des multinationales sur le territoire camerounais favoriserait ou alors serait même l'origine de l'enracinement, alors une origine de l'enracinement des actes effectivement de détournement et de corruption. Certains mettent cela beaucoup plus sur les multinationales qui sont effectivement étrangères. Mais moi, j'aimerais vous poser une question, M. Aoumou. Mais il y a des multinationales au Rwanda. Les multinationales sont partout dans le monde. En Afrique, elles sont là, au Ghana. Prenons des exemples sur des voisins chez nous et pas en Europe. Parce que quand on prendra en Europe, certains diront que c'est l'Europe, c'est d'autres réalités. Mais le Ghana avance malgré cela. Quand on dit qu'on fait des routes, on fait jusqu'à la fin, on voit. Quand on dit qu'on va développer dans le soleil au Ghana, on développe et c'est implémenté, on voit. Pourtant, les multinationales sont là. Au Rwanda, c'est la même chose. Expliquez-moi, s'il vous plaît, quel est vraiment l'impact de ces multinationales. Comme certains veulent bien nous faire croire que c'est ça qui empêche le Cameroun aujourd'hui d'implémenter les choses jusqu'au bout. Merci et bonne continuité à vous. Bon courage Afrique Média. Merci ma chère sœur Manuela. Merci aussi à vous Patrick Kwanga. Merci pour votre participation et bien sûr votre question va permettre à M. Jean-Arthur Aoumou de répondre peut-être à cette préoccupation justement en parlant des multinationales, le lien avec les détournements, corruption. Oui, je commence par la question la plus simple apparemment. Oui. Celle de la communication officielle sur les états de l'opération Épervier. C'est vrai que ce serait bien pour le moral du petit peuple que de temps à autre, on lui dise, ben voilà, on a arrêté tel nombre de gens, ont été reconnus coupables de tel montant. Actuellement, l'État du Cameroun a pu récupérer telle somme d'argent. Bon, est en train de faire des démarches auprès de telle ou de telle banque pour pouvoir faire rapatrier des fonds bien de tel ou tel pays pour saisir un certain nombre de biens immobiliers, etc. etc. Donc ça, c'est ce type d'information
serait bien pour le moral du peuple et pour que, effectivement, le petit peuple sache que cette opération d'assainissement de la gestion publique est effectivement en marche, même si de temps à autre, ce n'est pas toujours ponctué d'arrestations spectaculaires. Mais ce type d'information est important. Donc, notre frère a raison de faire cette suggestion-là. Maintenant, sur l'impact des multinationales, parce qu'il existerait des multinationales un peu partout dans le monde, mais est-ce que, pour autant, ce sont ces multinationales-là qui seraient la cause fondamentale, ou encore l'une des causes peut-être, l'une des causes fondamentales des détournements et de corruption dans le monde, dans divers pays? Non. Lorsque notre frère, je crois, il suit très bien l'actualité, je crois qu'il se passe difficilement un trimestre en Occident et dans quelques autres coins du monde où une multinationale, au moins une, ne soit impliquée dans une affaire de corruption et de détournement de fonds publics. On a quand même eu récemment là la fameuse affaire Elf, qui a été très vite étouffée jusqu'à un certain niveau. On a brûlé quelques lampistes, on a sacrifié peut-être un des principaux directeurs qui était un peu trop mouillé, mais tout l'organigramme et les pratiques sont restés. On a également eu à voir un peu dans certaines entreprises, comme je prends par exemple l'entreprise allemande Chrysler, à propos du trucage des moteurs diesel qui était un peu sur, dont cette entreprise allemande avait eu à truquer ses moteurs pour mieux passer les tests de non-pollution. Or, ils ont trouvé que bon, ça ne pouvait marcher que moyennant quelques corruptions par-ci par-là. Et il y a des scandales de cette nature un peu partout. On a par exemple en France le problème le scandale des frégates vendues à Taïwan et autres. Ça fait quand même, c'est l'entreprise Thales. C'est une grande multinationale. Et donc c'est pour dire que partout ailleurs, effectivement, c'est impliqué. Parce que, comme nous le disions, la corruption et les rétrocommissions, c'est-à-dire un autre nom très pudique et très chic pour parler de corruption, au niveau de la finance internationale, c'est une des pratiques courantes. C'est à ce niveau. Or, chez nous, les multinationales servent de couverture pour faire un rapatriement de fonds. C'est-à-dire, je peux détourner 500 millions aujourd'hui et je graisse la patte à une multinationale qui a, dans notre législation, la latitude de rapatrier tous ces bénéfices, soit le même jour, soit tous les 2 jours ou chaque semaine. Et cette société étrangère-là inclut mon argent détourné dans ces fonds et les place dans un compte bancaire que elle et moi sachions que ce compte bancaire m'appartient. Voilà comment les multinationales opèrent chez nous. Et donc, c'est à raison que les uns et les autres accusent ces multinationales-là d'être des facilitateurs ou mieux, et d'entretenir la corruption et les détournements de fonds publics. Ça, c'est un exemple. Un second exemple qui est là, c'est que pour obtenir effectivement la part des marchés, nous avons parlé tantôt là des rétrocommissions. Il se trouve que pour accéder à des marchés ou pour consolider les monopoles, nécessairement, ils ont affaire aux hauts fonctionnaires de nos différents pays. Et comme ce sont ces hauts fonctionnaires qui font des études techniques et qui permettent donc, à travers leurs études techniques, où le chef de l'État, en fin de compte, n'aura qu'à viser, parce que faisant confiance à son expertise. Donc, cela donc biaise donc des études et font donc avaliser des études biaisées, et comme ça, une multinationale s'assure donc un monopole ou un marché, nous disons d'abord un marché qu'elle ne mérite pas, parce que
une autre entreprise rivale qui aurait été un peu plus compétitive en offre, sur tous les plans, celle-là, elle est écartée, peut-être parce qu'elle n'a pas suffisamment mouillé la barbe, ou alors elle n'a même pas du tout voulu mouiller la barbe, et elle est écartée. Les Camerounais se rappellent très bien ce qui est arrivé lors de la privatisation de la régie Fercam. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un cas donc, de corruption et de détournement. Alors, ceux à qui on remet donc cet argent-là de rétrocommission, nécessairement, vont planquer cet argent-là ailleurs et au détriment du pays. On a connu la vague de privatisation ici au Cameroun. Pour que ces privatisations-là se fassent, il a fallu que des hauts fonctionnaires biaisent purement et simplement des études. Et ils ne l'ont pas biaisé simplement parce qu'il fallait biaiser. Ils l'ont biaisé parce qu'effectivement, ça leur a rapporté de l'argent au détriment du Cameroun. Et là, on est là en plein dans les détournements de fonds publics, sans compter des détournements. Donc, c'est pour ça que les multinationales sont accusées. Et vous avez très bien fait de dire une des causes. Parce qu'effectivement, il y a d'autres causes qui sont internes, qui effectivement contribuent également au détournement de fonds, mais les multinationales font partie des causes principales, effectivement, de ces détournements de fonds publics au Cameroun et ailleurs. Merci pour cette réponse. Une fois de plus au standard, allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir à Afrique Média. Afrique Média, ce n'est pas organisé. Nous allons réclamer, même si vous nous coupez le ligne, quand le téléspectateur a ligne, donnez la parole aux téléspectateurs. Parce qu'on a le droit d'appeler Afrique Média quand nous sommes en ligne. Vous devez nous donner la ligne pour qu'on dise notre point de vue. Vous voyez, nous allons corriger. Si ça n'est pas bien, nous allons corriger par rapport à l'acte qui se passe dans l'Afrique Média. Les téléspectateurs ont envie d'appeler. Quand ils sont en ligne, donnez librement, tranquillement, ils appellent. Ça, c'est le conseil gratuit. Si l'Afrique Média partait tout le monde, et nous allons corriger s'il y a un dégât qui ne tient pas pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci aussi à vous, Monsieur Adamou. Merci, très bonne soirée. Monsieur Adamou qui nous appelle donc de l'Angola, fidèle téléspectateur. Une fois de plus, Pasteur Soa qui revient. Pasteur Soa, on vous écoute. Alors, bonsoir, Maëla Siké. Bonsoir, bonsoir, Maëla Siké. Bonsoir, Jean-Pierre Aoumou. Il faut dire que tout à l'heure, la technique ici au niveau du Ghana, ça a eu un peu de complications, mais je pense que Dieu est grand, Dieu est fidèle. Donc, je suis en train de dire que le président Vladimir Poutine a déclaré si le départ de Bachar Assad devait mettre fin à la crise syrienne, pourquoi les exécutions de Saddam Hussein et de Mohamed Kadhafi n'ont pas mis fin aux crises irakiennes et libyennes. Je ne laisserai pas l'Amérique et l'Occident déstabiliser le monde et précisément l'Afrique. Je vais dire quoi, Maria Dike? Je vais dire simplement que voici aujourd'hui la Russie qui s'est dit également préoccupée pour la sécurisation de toute l'Afrique et d'apporter un soutien sans faille sur le plan militaire, sur tous les plans en Afrique. Et nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Le fils de l'ancien président Dos Santos, c'est-à-dire les fils des présidents en Afrique ici, il faut la honte de nos chefs d'État parce que c'est pas bien. Ce qui est en train de se passer en Angola, ça ne nous pas son père, parce que son père était un grand lutteur et il a pris le pouvoir et il a donné le pouvoir sans problème sur le plan démocratique. Et voici ce que son fils a fait. Il est plongé dans la saleté financière, des choses comme ça. Donc le nouveau président, il est en train de dire qu'il a pris le pouvoir. S'il est en train de cuisiner également le fils du président de ce qui me dit, les autres, c'est un message qu'il lance également à toute la communauté angolaise, de sorte qu'ils puissent comprendre. S'il est en train de cuisiner cet enfant, ce qui veut dire que le reste, il faut le patriotisme, il faut le nationalisme pour qu'un pays ou bien un pays en Afrique soit redressé. Et je pense que nous trouvons ça salutaire. Nous trouvons ça salutaire parce qu'il faudrait que nous quittons également dans tout ce qui est plaisanterie et tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur.
je voulais dire que Afrique Média est l'expression authentique pour l'africanisation de nos sociétés. Afrique Média nous aide également à orienter notre politique étrangère et notre politique nationale aujourd'hui. Donc, que les chefs d'État regardent Afrique Média pour pouvoir mieux gérer. Donc, Jean-Arthur Aoumou, je reviens maintenant sur la question. La question, c'est par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Je voudrais savoir, est-ce que cette opération épervier, il y a longtemps, elle existe, ou cette opération a un caractère par rapport à ces cadres qui sont poursuivis et qui sont en train d'être traqués. Est-ce que ça a une portée plutôt politique, ou ça a une récupération politique, ou pourquoi cela c'est maintenant, puisque les élections c'est dans peu de temps, et c'est maintenant que cela est accéléré au Cameroun. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est une portée politique? Est-ce que c'est à cause d'une récupération politique que cela est accéléré aujourd'hui? Parce que depuis lors, les choses devaient se faire. Et à la veille des élections, je constate que cela est en train d'être fait. Donc, comme je l'ai dit matin, que Paul Biya est un intellectuel, Paul Biya est un économiste, si je ne me trompe pas. Et s'il a bien pris ses cadres, si le jargon qui dit que lorsque tu engages un voleur, c'est qui veut dire que tu es un voleur. Si Paul Biya n'est pas un voleur, mais qu'il organise également l'État camerounais sur le point financier. Donc, maintenant, c'est que je vais m'arrêter là, que Jean-Arthur Aoumou prête attention à ma question, qui répond ça correctement. Je suis à l'écoute. Merci. Merci aussi. Merci aussi à vous, Pasteur Soua. On va prendre cet autre téléspectateur. Ensuite, on revient sur le plateau avec notre invité. Bonsoir, monsieur. Nous appelez de la ville de Bafoussam. Allô? Bonsoir, madame. Oui, monsieur, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct. D'accord, d'accord. Alors, je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir par rapport au thème du débat, par rapport à l'arrestation qui se passe actuellement au Cameroun, l'arrestation de quelques détournés de fonds publics. Alors, je voudrais d'abord me féliciter de ce qui se passe actuellement. Nous constatons effectivement qu'il y a assez de détourneurs et je me pose la question de savoir si ces arrestations, est-ce que les jeunes, est-ce que ceux qui sont arrêtés versent vraiment ce qui détournent? Parce que là, on a l'impression que c'est tout juste des arrestations et à la suite, on ne voit rien. Qu'est-ce que le gouvernement compte vraiment faire pour, n'est-ce pas, faire revenir tous ces fonds qui ont été détournés? Voilà ma question, justement, parce que nous, on ne maîtrise pas bien le sujet. C'est pour cela qu'on se réfère à vous pour que vous nous approfondissiez un peu le débat. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci aussi à vous, cher monsieur. Merci. Alors, on revient sur ce plateau avec vous, monsieur Jean-Arthur Aoumou. On va s'intéresser au cas du ministre de la Justice camerounaise. Mais avant, vous avez cette petite préoccupation du pasteur Soua en 2 minutes. Oui, ok. Très rapidement, donc. L'opération Épervier date au Cameroun depuis 2006. C'est 2006 qu'officiellement cette opération a été lancée pour mettre main sur les prévaricateurs de la République. Et elle a commencé à faire des arrestations. Il s'est trouvé une levée de boucliers où des hommes, ceux qui s'attendaient à être les prochaines victimes, ont commencé à instrumentaliser certains médias et certains milieux pour faire croire qu'en réalité cette opération Épervier avait été à tête chercheuse et que ceux qu'on arrêtait étaient pratiquement innocents. Bon, ça, c'est ce qu'on a commencé à courir. Et la question qui intéresse le pasteur Soua, il dit est-ce que c'est une portée politique? La portée politique y est. Parce qu'aucun pays ne peut se développer, ne peut faire des progrès avec des détournements de fonds publics
et la corruption comme un sport favori d'un bon nombre de gens. Aucun pays ne peut avancer dans ces cas-là. Ça, c'est d'un. Et de deux, lorsqu'on regarde même nos sociétés avant la mainmise occidentale sur nous, nos sociétés fonctionnaient sur la logique et sur les fondements de la probité. Et donc, il est normal donc, que l'opération Épervier se fasse au Cameroun parce que, effectivement, le Cameroun et divers pays africains semblent s'être détournés de la probité, tout au moins au niveau des hauts cadres de la République. Oui. Et maintenant, est-ce que c'est donc une opération politicienne parce qu'on serait à la veille des élections? Non, ce n'est pas une opération politicienne. C'est que, comme disait mon ami président Bandakani, le prévaricateur, lui, n'a pas de timing. Il réfléchit et quand son équation a abouti et qu'il regarde à gauche, à droite, oui. Tout le monde est inattentif, allez, il fait main basse sur la caisse publique. C'est aussi comme ça que l'opération Épervier doit aussi ne pas avoir de timing. Et d'où le nom même d'Épervier. Nous en reviendrons plus tard là-dessus. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'opération Épervier, quels sont même ses fruits? Parce qu'apparemment, ça semble ne pas avoir de suite. Non, il y a une suite. Le fait déjà d'arrêter quelques prévaricateurs, c'est un signal fort. Ça montre à ceux qui se battent au quotidien et qui veulent rester dans la probité, dans l'honnêteté, qu'effectivement la vertu a encore son mot à dire et la vertu semble être encore la boussole de tout le monde. Et ça, c'est bien au niveau même de l'impact psychologique à la fois de toute la population. Et c'est un signal aussi contre les prévaricateurs qui, pour le moment, ne sont pas encore inculpés. Ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vus ou qu'on les ignore, oui. Mais pour qu'ils sachent qu'ils continuent à faire les petits malins, l'Épervier planera au-dessus de leur tête et les attrapera. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est fait pour rapatrier ces fonds? Ces fonds, oui. Bon, effectivement, il rejoint à cela la préoccupation du premier appelant qui demandait, bon, où est-ce qu'on donne? Je reprendrai la même réponse en disant que le gouvernement devait communiquer sur les états de l'opération Épervier. Je prends la même réponse en lui disant qu'en réalité, effectivement, le gouvernement gagnerait à informer l'opinion publique davantage sur les différentes démarches qu'il opère à gauche, à droite pour saisir un certain nombre de biens, et que la saisie des biens doit être une formalité et une des sanctions fortes que l'opinion publique doit entendre et que les victimes doivent subir et les éventuels prévaricateurs, oui. Eux aussi doivent, parce que quand Madame Manuela, quand on touche à la poche des uns et des autres, alors là, la leçon de morale est saisie au quart de tour, que lorsque, bon, par exemple, on les garde en prison et puis tranquillement, l'argent volé continue à faire des petits. Bien, avec la réalisation, M. Jean-Arthur Ahoummou, vous avez certainement vu ou encore lu, pris connaissance de cet article. Justement, la réalisation va peut-être afficher la première couverture de cet article. Vous voyez avec nous, donc concernant toujours cette vaste opération du côté du Cameroun. Il est défini, vous le savez, c'est le ministre de la Justice camerounaise. Alors, c'est un magazine Jeune Afrique, vous avez vu. Le titre nous interpelle, vous avez vu en gros, c'est une interrogation. Et si c'était lui? On rappelle qu'il est défini comme le protégé, l'héritier du président en place. Alors, un mot sur ce titre, un mot sur ses commentaires. Ce titre, en réalité, et cet article ont deux buts, ou trois, oui. Trois visées. Première visée, les prévaricateurs réels et potentiels font croire ou veulent faire croire, et ils insistent là-dessus,
pour faire croire à l'opinion camerounaise et internationale que l'opération Épervier n'a pas sa raison d'être. Oui. Et qu'en réalité, elle est une opération strictement politicienne qui vise en réalité à neutraliser les adversaires supposés ou réels de l'actuel chef d'État ou autre. Voilà d'abord ce que vise cet article-là. Et derrière donc, dénigrer donc l'opération Épervier. Première chose. Oui. Deuxième chose, montrer que l'opération Épervier n'a pas sa raison d'être. Non, comme on l'a dit au début de cette émission, assainir la gestion publique est une condition sine qua non pour toute société. Avec ou sans l'actuel chef de l'État, l'assainissement de la gestion publique doit être et sera toujours le point, le point cardinal de tous ceux qui vont vouloir être à la tête du Cameroun ou à la tête de n'importe quel pays africain. Bon, ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, il se trouve que certains veulent faire croire que c'est l'actuel ministre de garde des Sceaux du Cameroun, c'est-à-dire M. Laurent Esso, qui en réalité serait en train de livrer en pâture soit ses concurrents à lui pour succéder à l'actuel chef de l'État, soit les concurrents du chef de l'État. Or, en réalité, et ceux qui distillent cette information le savent très bien, que l'opération Épervier est dans sa manière et le rythme qu'il suit au Cameroun, c'est du fait de la volonté du chef de l'État. Et que lui, le garde des Sceaux du Cameroun, ne fait que mettre en application les directives qu'il reçoit de son principal responsable, qui est le chef de l'État du Cameroun. Ceux qui distillent donc ces informations-là le savent très bien. Mais comme ils sont dans la volonté de dénigrement, alors ils racontent ce qu'ils veulent bien raconter. Autre chose, ils se disent, non, en réalité, M. Laurent Esso en profite donc pour faire l'opération Épervier, en fait, un règlement politique à son propre compte pour que lui et son petit groupe à lui, quand vous entendez son petit groupe, Madame Manuela, ça veut dire lui et ceux de son ethnie. De son ethnie, oui. Prennent le pouvoir. Parce que nous parlons en camerounais. Et donc, il faut décoder très clairement cela pour que tous les Camerounais comprennent et l'opinion africaine. Voilà ce que ça veut dire en réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est donc en train de neutraliser tous les autres pontes du régime qui pourraient être ses rivaux pour succéder au chef de l'État. Et il en profite de cela. Parce que, d'après cet article très probablement commandité par divers réseaux de la France-Afrique et divers réseaux historico-financiers et financiers. Donc, en réalité, je veux dire, non, quand même on regarde même celui qui peut être choisi comme dauphin de l'actuel chef de l'État, on se met donc à le décrire sous tous les noms d'oiseaux. Oui. En parlant justement on parle l'article, on le qualifie de misanthrope, hyponarcissique, aimant donc le pouvoir, donc, et on fait le parallèle avec l'actuel président. Avec l'actuel président, on dit, vous voyez, c'est du pareil au même. Donc, or, nous autres qui sommes des réels, des réels successeurs du chef d'État qui feront de l'actuel chef d'État et qui feront l'exact contraire de ce qu'il a pu faire, et quand on sera vraiment à la tête du Cameroun, vraiment vous allez voir ce que vous n'avez encore jamais vu. Et maintenant, on veut donc vous priver donc de ce grand miracle qui va être opéré lorsque nous serons aux affaires. Et on veut plutôt vous enfoncer encore une fois de plus dans le trou noir actuel avec une personnalité qui est la copie conforme de celui qui est là. Donc vous voyez donc il y a là, comme je disais, donc ces trois visés dans cet article de dénigrement. On dénigre l'opération Épervier, on dénigre l'actuel ministre de garde des Sceaux pour lui faire dire et lui faire en l'affablant de toutes sortes de noms d'oiseaux. Et
Et pour revenir, en fait, à ce problème de positionnement des uns et des autres à la tête de l'État du Cameroun. Parce que bon, pour beaucoup, ils donnent déjà à l'actuel chef d'État presque comme pour mort. C'est pour ça qu'il est très souvent obligé d'apparaître au grand public pour dire, bon, ok, un peu comme Jésus-Christ, comme on dit donc, je suis mort, voyez donc, est-ce qu'un mort parle, est-ce qu'un mort applaudit, est-ce qu'un mort salue, vous m'avez salué, est-ce qu'un mort salue. C'est un peu comme ça qu'il se livre pas à ce type d'exercice, parce qu'effectivement, il voit très bien qu'il y a diverses forces hostiles, et la plupart d'entre elles ne sont pas aussi progressistes qu'on semble vouloir nous le faire croire. D'accord. Donc, il faut faire très attention à ce type de cabale. On reviendra toujours sur ce cas, le temps d'aller au standard. Monsieur Zerfel, bienvenue, Monsieur Zerfel. Pour succéder à la question de l'État, soit les concurrents du chef d'État. Or, la réalité de ce qui justice cette information, on le sait très bien. Allô? L'opération est terminée et dans sa manière et le rythme qu'il se Cameroun, c'est la volonté du Bien, on a perdu M. Zerfel. On va prendre un autre téléspectateur, M. Tonga. Allô, bonsoir, M. Tonga, oui. Oui, M. Tonga. Oui, bonsoir, Madame Siké. Je n'ai pas de retour, mais je suppose que vous m'entendez sur le plateau. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et je dis bonsoir également à votre invité, M. Aoumou. Madame Siké, le sujet que vous posez là, que nous discutons depuis 2 jours sur le plateau, me provoque en moi toujours 2 réactions. Donc, une première réaction en tant que panafricain et une deuxième réaction en tant que Camerounais. En tant que panafricain, je dirais le nœud de ces détournements-là, c'est le franc CFA. Parce que voilà une monnaie qui permet en une seule seconde de faire disparaître toute somme que vous détournez dans un de ces pays-là avec l'aval de la France. Et on le sait que cette monnaie-là, c'est une monnaie de corruption, je veux dire, même dans son essence. C'est une monnaie corrompue, puisque cet État a créé cette monnaie pour maintenir nos États en colonie, ce que nous sommes pour l'instant. Donc, on va mettre tous les ministres en prison, tous les hommes d'affaires en prison, tous les élèves, tous les professeurs en prison, ça ne changera rien. Mais le jour où le Cameroun va battre sa monnaie, non seulement cet phénomène-là va s'arrêter, mais toute personne qui triche a la certitude qu'on va mettre la main sur lui, parce que c'est traçable. Donc quand vous avez votre monnaie, Madame Siké, si quelqu'un vole cette monnaie, elle est obligée d'aller le convertir quelque part. Et il y a une banque qui va enregistrer que cet argent a été converti. Et on va donc retrouver les traces. Tiens, on a perdu M. Tonga. Monsieur Emassé, bonsoir. Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. David Emassé, je suis en ligne. Vous êtes en ligne, monsieur, on vous écoute. Oui. Est-ce que je peux intervenir là? Monsieur, on vous écoute, vous êtes en ligne. Merci, Manuela. Bonsoir à vous et bonsoir à M. Aoumou. Ça me démangeait un peu d'intervenir parce que depuis 2-3 jours, il y a ce sujet-là sur l'épervier au Cameroun. Dans notre beau pays, le Cameroun, difficile, très difficile à comprendre. En fait, la plupart des Camerounais qui sont concernés et qui interprètent peut-être indifféremment cette situation, c'est-à-dire l'opération se passe de temps en temps, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle date, c'est vrai.
Il faudrait déjà peut-être comprendre les gens, à connaître les gens en question, c'est-à-dire les acteurs. Beaucoup de Camerounais, malheureusement, ne connaissent pas leur président de la République, M. Paul Biya. Beaucoup de Camerounais ne le connaissent pas parce que c'est vrai que nous, en Afrique, c'est difficilement qu'on atteint un certain âge. C'est-à-dire qu'on a une moyenne d'âge, une moyenne de vie, d'espérance de vie de 50 à 55 ans, et une jeunesse qui occupe, comment je veux dire, la majorité, où les 3/4 de la population sont jeunes. Et nos institutions n'ont pas pris la peine de pouvoir expliquer, de pouvoir enseigner la vie publique aux jeunes Camerounais. J'ai dans la soixantaine, et ce que je peux vous dire et dire à mes frères et sœurs camerounais, aujourd'hui, pour témoigner, l'épervier, en fait, c'est peut-être un tremplin. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait que nous, Camerounais, connaissions l'histoire de notre pays, l'histoire de notre Cameroun, l'histoire des gens qui gèrent le Cameroun. Il n'y en a pas beaucoup. Monsieur Biya, c'est le 3e, il me semble. Et vraiment, connaître ce monsieur, c'est avoir la clé de toute la problématique qui est posée là depuis 3-4 jours. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir si c'est à cause des élections qu'il sort cette... On va prendre notre téléspectateur. Ensuite on revient avec vous, monsieur Jean Aturaoumou. Allô? Bonsoir, Manuela. Bonsoir. Oui. Manuela, regardez comment ce qui se passe dans l'Angola aujourd'hui. Les 2 enfants d'un ancien président. Le président actuel a mis le président. Comment ces enfants sont au niveau de la justice? Ça, c'est en Afrique centrale. Leurs enfants volent, on ne les arrête pas. Leurs amis volent, on les arrête. Regardez ce qui se passe dans mon sous-région d'Afrique, de CEMAC. Regardez ce qui se passe dans le zone CEMAC. Les gens volent, détruisent le pays. Rien ne leur arrive. Hein? Les enfants des chefs d'État, les amis des chefs d'État, les gens qui soutiennent le parti pouvoir, et le ministre, les quoi, ils volent. On ne l'arrête pas ni rien. Regardez les 2 enfants d'un ancien chef d'État. Le président actuel, c'est les amis des bras droits de le président ancien. Regardez aujourd'hui comment ils sont. Ça, c'est un bon exemple. Hein? En Afrique, dans le zone CIMAC, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nos pays sont devenus pauvres par rapport à cette marque de déterminement des pays. Hein? Je m'adresse à mon frère Arthur. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale. Prenez l'engagement. Les gens sont en train de détruire le pays. Hein? Détruire le pays. Hein? Le pays a été détruit par les ministres, les archers, les gens qui soutiennent le parti pouvoir, les gens qui sont les proches de la régime. Le pays tombé à terre. En Afrique centrale, le pays tombé à terre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein? On fuit, on abandonne notre pays. Au moment, c'est une sous-région de plus riche du monde. Aujourd'hui, regarde comment nous allons chercher la vie ailleurs. Hein? Voilà le bon exemple. Ton fils vole qui ne fait rien. Ton ami vole qui ne dit rien. Les gens qui soutiennent ta partie volent qui ne dit rien. C'est par comme ça jusqu'à le pays à terre. La population locale est en train de pleurer. Ils n'ont pas soutenu.
Merci une fois de plus, Monsieur Adamou. Alors, Jean Raturaoum, on revient. De toutes les façons, cela allait donc dans le même sens que le thème qui est développé. Monsieur Jean Raturaoum, donc le ministre de la Justice, qui est donc cité également dans cet article, peut-être pour corroborer vos propos. Dans cet article, plusieurs affaires sont citées en exemple, comme pour dire qu'il est cité dans ces affaires, mais il n'est pas impliqué, contrairement aux autres membres du gouvernement. Ils sont impliqués. Donc, il y a beaucoup de critiques également quant à sa gestion des affaires de l'État. Et on précise que pourtant, il est toujours maintenu. Et l'article va jusqu'à se demander ce que peut bien trouver le président à cet homme. Vous voyez très bien que quand un rédacteur d'un article va jusqu'à poser cette question, en fait, ce n'est pas le problème du rédacteur. C'est le problème de celui qui lui a demandé d'écrire ou de ceux qui lui ont demandé d'écrire ici. Ils disent, mais quand même, bon Dieu. C'est-à-dire que ceux-là, qui sont les adversaires réels de l'actuel ministre de la Justice, ou du chef d'État, ils disent, mais quand même, bon Dieu. Et ils disent au chef d'État du Cameroun, mais bon Dieu, nous sommes pétris de toutes sortes de compétences et de vertus. Mais pourquoi jeter tout votre dévolu sur un personnage terne, un apparatchik, un impopulaire, etc., toutes sortes de l'autre étant le nom de tous les oiseaux possibles. C'est pour dire, monsieur le chef d'État, il faut plutôt regarder de notre côté. Ne regardez pas de son côté. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous voyez donc très bien qu'on est passé très subrepticement de l'opération épervier, où on a dit, ils ont dit, ça n'a rien à voir, c'est même une histoire qui ne tient même pas la route, donc on doit balayer cela. Et tout de suite, on commence à poser des problèmes de succession. Lui, il est incompétent, il n'est pas l'homme qu'il faut, c'est nous qui sommes l'homme qu'il faut. Voilà ce que dit cet article en réalité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, il y a donc des règlements de compte contre M. Laurent Essou, à tort ou à raison. Il y a des règlements de compte qu'on note là clairement dans cet article et cette volonté de dénigrer systématiquement l'opération épervier, il dit ça ne vaut même pas la peine. Il faut balayer ça d'un revers de la main. Parce que l'opération épervier est la traque aux prévaricateurs. Et donc là, je tombe donc sur la question de notre frère Adamou. Il dit, bon, en zone CEMAC, on ne fait rien. Les prévaricateurs sont là, se pavanent. C'est des fils des chefs d'État, ce sont les membres de famille, ce sont les membres du gouvernement. Tout le monde se livre aux jeux favoris. En précisant que l'Angola, c'est un bel exemple. Et qu'en Angola, c'est un beau exemple. C'est vrai, en Angola, où il est, Adamou a raison, on dit, c'est un bel exemple. Et nous ne disons pas que ce qui est en train de se passer en Angola, là, n'est pas sérieux. C'est bel et bien du sérieux, et c'est très bien ici. Mais il y a également au Gabon. Je crois qu'il y a au Gabon une opération, même Bob là-bas, qu'on a baptisée Opération Mamba. Tout à fait. Donc là-bas également, on est en train de traquer les prévaricateurs de la République. Au Cameroun, on est en train de traquer les prévaricateurs de la République dans l'opération Bob qu'on a appelée au Cameroun, opération épervier. Donc, il serait... on peut ne pas aimer, on peut être opposé, sinon ce n'est pas une question sentimentale, autant pour moi. On peut ne pas apprécier les positions politiques de tel ou de tel chef d'État. On peut mettre en total désaccord, ce qui est tout à fait normal. Je ne vais pas reprocher aux uns aux autres. Mais quand ils posent des pas qui vont dans le sens de l'intérêt général, que même si c'était moi qui étais à cette position-là, je ferais également ces pas-là. Peut-être je ferais des enjambées, mais je serais toujours dans le même sillon. Donc, celui de traquer les prévaricateurs de la République, on ne peut donc pas dire que c'est qu'on ne fait rien et que tout le monde il est bon, tout le monde est gentil, on laisse faire et basta le petit peuple. Non, c'est un peu trop d'exagération. C'est vrai que je comprends un peu ce que veut mon frère Adamou, c'est que bon, que le rythme s'intensifie. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Bon, mais il a l'impression que le rythme n'est pas aussi rapide que tel qu'il le souhaite, mais qu'il n'aille pas
qui ne fasse pas qui ne déborde pas, qui ne dise pas un propos qui dépasse un peu le cadre de sa pensée en disant bon, en fait il n'y a même rien. C'est un peu exagéré. D'accord. Et sur, permettez Madame Manuela, allez-y, monsieur. Sur le franc CFA, qui serait le nœud des détournements de fonds publics dans la zone CFA. Je ne vais pas dire non à ce compatriote, parce qu'on sait très bien comment le franc CFA a été installé en Afrique et comment il y subsiste jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas dire non à ce compatriote. Mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas du tout inculquer la notion de la probité dans les contrées où ces contrées-là sont sous tutelle financière? On doit inculquer la probité, parce que si on ne leur inculque pas déjà la probité, même si on se dote d'une monnaie locale, Madame Manuela, on aura des prévaricateurs de la République. La preuve, nous avons notre voisin, le Nigeria, est doté d'une monnaie. Mais ça n'empêche, on ne peut pas dire qu'au Nigeria, il n'y a pas de prévaricateur de la République. La preuve, c'est que l'actuel président du Nigeria est en train, effectivement, de se lancer dans le processus d'assainissement de la gestion publique là-bas. Donc, vous voyez donc très bien que, et même au Ghana, le Ghana a sa monnaie, mais ça n'a pas empêché Jerry Rawlings d'épurer la société ghanéenne. Donc, la notion de probité est fondamentale pour toutes les sociétés. Et c'est vrai que je comprends un peu le souci de notre compatriote. Il veut que nous sortions du franc CFA. Et nous sommes totalement d'accord avec lui, à 100%. Mais on ne peut pas du tout cautionner, même pour des raisons politiciennes ou philosophiques ou autres, la prévarication, ou mieux la casse publique telle qu'on est en train de le constater, des différents braqueurs de la République. Ça, on ne peut pas cautionner cela, ou peut-être qu'on serait sur le franc CFA. On doit être plutôt armé psychologiquement, moralement et avec des institutions appropriées, tout le peuple à la probité, afin que lorsqu'on aura maintenant notre propre monnaie, que notre monnaie-là vienne dans un contexte où l'état moral et politique est relativement sain et où la prévarication, je ne dis pas qu'elle serait inexistante, mais où elle tendrait au moins vers zéro. Alors, monsieur Jean Atura-Oumou, on va sortir avec cette question, d'ailleurs la question principale de cette thématique. Et si le ministre de la Justice était donc la cible d'un clan d'opportunistes? Madame Manela, moi, j'ai essayé de lire cet article. J'essaie de le lire, j'ai parcouru le fond et la forme. Je vais réitérer ce que j'ai dit. Bon, c'est vrai, ça m'attire à toutes sortes d'inimitiés, mais je suis malheureusement obligé de le dire. Cet article a deux buts principaux. Vraiment. Peut-être le troisième que se réduit en dénigrer l'opération épervier de fond en comble et tirer et mener des combats d'arrière-garde contre l'actuel ministre garde des Sceaux dans ce que d'autres lobbies ou d'autres groupes rivaux qui lorgnent vers l'exécutif camerounais et trouvent que la position de l'actuel garde des Sceaux est une position très confortable pour liquider des adversaires. Donc, en fait, comme les Français disent, on ne prête aux autres que ce qu'on a. S'ils auraient été à la place de M. Laurent Esso, c'est comme ça qu'ils auraient procédé. Alors, comme donc, ils croient donc que M. Laurent Esso, dans sa position, est en train de faire ce qu'eux, ils pensent et qu'ils auraient aimé faire, tout de suite, il attribue donc des faits qu'eux-mêmes auraient bien voulu le faire, ce qui n'est pas vérifié. Parce qu'ils ne nous ont pas donné la moindre preuve de tout cela. Donc, pour ma part, je dis en réalité, dans le combat dit de succession entre divers pontes du régime où on trouve des prévariateurs par-ci par-là, apparemment donc l'actuel ministre garde des Sceaux du Cameroun serait une personne qui, un dernier des verrous qui les empêcherait de pouvoir réaliser leurs objectifs. Bon, maintenant, est-ce que lui-même fait partie des prévaricateurs? Je dis,
Quand moi j'ai lu cet article, Ouais. je n'ai pas pu noter des faits concrets et réels. Peut-être que la suite de l'opération pourrait peut-être nous le démontrer. Ouais. Mais pour le moment, il n'y a encore rien le concernant. Merci beaucoup, Jean-Arthur Aoumou. On rappelle que vous serez une fois de plus tout à l'heure dans le cadre de l'édition spéciale qui est prévue justement, chers téléspectateurs, ici lorsqu'il sera exactement 20h, heure d'Afrique centrale. Ces sujets reviendront donc sur la table des discussions dans le cadre de cette émission. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité ou l'occasion de participer, vous pouvez donc revenir à cette occasion-là. Donc restez scotchés jusqu'à 20h, heure d'Afrique centrale. En compagnie de nos programmes. Merci beaucoup, M. Jean-Arthur Aoumou. Merci. Voilà, très bonne soirée. Au revoir. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. Vous savez, vous êtes une télévision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.